Alors, il est 10h05. Donc, on va juste, déjà, bienvenue. Hein. Merci à toutes et à tous d'être là avec nous ce matin. Donc, il y a des gens qui, on l'a vu dans les inscriptions, hein, seront présents que ce matin ou que cet après-midi ou donc toute la journée. C'est le même lien pour toutes et tous. On va le garder pour toute la journée. Vous le connaissez, les micros sont fermés par défaut pour une raison justement les bruits de fond, etc. S'il y a un enjeu quelconque, si vous avez des difficultés, de toute façon, on est là aussi pour vous aider techniquement. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des enjeux techniques. On vous aidera à les régler. Comme d'habitude, pour la bande passante, si vous avez des enjeux de connexion, que vous trouvez qu'il y a un décalage dans le son ou dans l'image, n'hésitez pas à désactiver votre caméra pour que votre bande passante ait plus de place. Également, pour le chat, vous pouvez l'utiliser pour les commentaires et les questions. On va les prendre au fur et à mesure et on va les agréger pour les intervenants. Donc, attendez pas nécessairement le temps de la période de questions pour le faire. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Et enfin, c'est enregistré. Vous avez eu une demande d'accord en entrée sur Zoom. Ça va être enregistré. Donc, si vous ne voulez pas que vos visages apparaissent lorsque ça sera mis en ligne, désactivez votre caméra également. Voilà. Pour la technique, on est bon. On peut commencer, Nolwenn. Est-ce que tout le monde est à peu près admis? C'est correct? Okay. Donc, aujourd'hui, vous avez vu la thématique. On va travailler sur cette notion. Alors, on a plus l'habitude d'entendre dans notre domaine, dans le milieu de la santé, la question plutôt de l'expérience patient ou l'expérience des usagers. Et notre volonté aujourd'hui, c'était d'introduire une plus grande diversité de types d'expériences, qui était aussi en fait, l'expérience des professionnels de santé à l'intérieur de ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous a parlé d'expérience d'usage. Parce que ceux qui font l'usage des soins et services de santé, ce n'est pas que les usagers au sens des patients, des aidants, des personnes en situation de handicap ou de tout autre citoyen qui a des besoins de soins et services de santé, mais également les professionnels de santé. Et tout ce mouvement-là de remise en valeur et de reconnaissance de cette expérience des soins et services de santé, elle vise aussi à se réancrer dans la pratique quotidienne pour favoriser l'organisation, l'amélioration des pratiques et des organisations de santé à partir de l'expérience de ceux qui en font l'usage au quotidien. Donc, c'est ça vraiment le prisme qu'on a dans notre journée aujourd'hui, c'est de vous aider à identifier, à caractériser toutes les expériences d'usage qui existent dans le système de santé, la manière dont on peut capitaliser sur elles pour améliorer la pertinence, la qualité et la sécurité de nos soins et services de santé. Alors, vous avez vu ce matin, notre programme, il est essentiellement sur d'abord une tentative de définition et comme le public ce matin est beaucoup plus hétérogène, on n'a pas uniquement des professionnels de santé ou des personnes familières avec ces termes, on va essayer de vous l'illustrer d'une manière un peu particulière et un peu littéraire et à travers des expériences de vie au quotidien qui peuvent toutes et toutes vous toucher. Donc, on va essayer, on va expérimenter ce matin quelque chose d'assez original pour essayer de vous amener cette notion de manière moins académique, moins professionnelle. Et moi, je serai avec Mireille Massot, qui est représentante des usagers, et Charlotte Bondu, qui est patiente partenaire, qui, elles, vont le faire de ce point de vue-là, d'une manière un peu originale. Et moi, je vais vous ramener quand même la dimension plus académique et professionnelle sur ce sujet-là, pour ceux qui ont d'autres manières d'aborder ou de s'approprier de ce genre de sujet. Alors, voici le plan de la matinée. On va vous présenter les structures rapidement, très rapidement, qui organisent cette journée régionale. On va vous faire cet exercice de définition de l'expérience d'usage. On va revenir sur 2 retours d'expérience de personnes qui ont tenté, de structures qui ont tenté d'intégrer cette expérience d'usage, que ce soit dans une maison de santé pluriprofessionnelle et dans une association. Et enfin, on reviendra à la fin de la matinée pour vous montrer un petit peu c'est quoi les événements, c'est quoi les projets qui sont actuellement en cours et qui tentent d'aller recueillir et intégrer cette expérience d'usage. Comme ça, vous aurez, pour ceux qui ne seront pas là avec nous cet après-midi, vous aurez quand même un plan d'action, ou en tout cas des perspectives sur les prochains mois qui s'en viennent sur ces thématiques. Donc là, je vais directement laisser la parole à Pascal Jarnot ou à Vanessa Marie ou à Cathy Simonet. Je vous laisse choisir votre ordre pour introduire les 3 structures qui portent cette journée, qui nous ont permis d'être là tous ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je suis Vanessa Marie, coordinatrice régionale de France Asso Santé. Donc, je vais faire un petit rappel de ce que représente France Asso Santé aujourd'hui. J'ai de l'écho, oui. Non, d'accord. Ok, pardon. Alors, donc là, on m'entend? Oui.
Pour rappel, France Asso Santé, donc c'est une union d'associations de patients qui représentent voilà, des personnes très différentes, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes malades, avec des différentes pathologies, mais aussi des familles ou des associations de consommateurs. On est né en fait de la volonté des associations d'usagers de pouvoir exprimer leurs difficultés. Ah, ok. Donc oui, je disais, on est né d'associations d'usagers qui ont voulu longtemps exprimer leurs difficultés vécues par eux-mêmes, par leurs proches ou dans la difficulté d'accéder aux soins, mais aussi par rapport à la sécurité et à la qualité des soins. Et plus généralement dans leur relation au système de santé. Donc notre mission première, c'est de défendre les droits et les intérêts des patients. Et pour ce faire, on accompagne régulièrement les représentants d'usagers dans leur mission, et notamment les instances réglementaires qui permettent aujourd'hui d'avoir des représentants d'usagers. Par contre, nous ne faisons pas que ça. Et aujourd'hui, en fait, dans l'accompagnement, et c'est aussi pour ça qu'on s'associe à ce type de journée, c'est que on doit accompagner les représentants, enfin les usagers, dans l'amélioration des services de soins. Et pour ça, c'est important que l'on puisse leur montrer voilà, comment on fait l'expérience, comment on peut retransmettre son expérience par rapport aux soins que l'on a vécu et par rapport à l'usage que l'on peut en faire. Donc voilà, il était important pour nous qu'on puisse s'associer à cette thématique et qu'on puisse évoquer les expériences aujourd'hui dans lesquelles certains représentants d'usagers sont associés régulièrement. Merci Vanessa. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Cathy Simonet. Vous me connaissez peut-être déjà comme chargée de mission sur l'implication des usagers au CAPS Bretagne. Je suis également chargée de la dynamique associative à la Maison associative de la santé, avec qui cette journée est donc organisée en partenariat, ce qui m'amène donc à vous dire quelques mots sur cette Maison associative de la santé. La Maison associative de la santé est donc une union d'associations ayant plus de 30 ans d'existence. Nous sommes situés à Rennes, dans un espace santé appelé Olivier Saboureau. Une soixantaine d'associations rayonnant dans le champ de la santé, du bien-être, du handicap la composent. Des champs de compétences de la masse sont multiples et elle oriente notamment ses actions autour de la prévention du suicide, de la santé mentale et porte également un programme d'éducation thérapeutique toute maladie chronique et pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, l'engagement des usagers, l'engagement de l'usager, patient, aidant, dans les parcours de soins. Nous participons également à la communauté de pratique du Bureau du partenariat patient dans les études en santé, ainsi que dans divers groupes de diverses communautés de pratique où la place de l'usager et le patient est au cœur de ces groupes et aussi un groupe de travail où le patient dans la recherche également. L'engagement des usagers donc, est un axe fort de la Maison associative de la santé et s'inscrit dans son projet associatif. Donc, cette journée est le reflet de nos diverses participations depuis presque 15 ans dans des actions menées en co-construction, usagers professionnels. Et là, je fais une dédicace à Eliette Lelièvre qui m'a beaucoup accompagnée et qui a beaucoup œuvré aussi sur cette co-construction. Nous remercions évidemment le CAPS Bretagne d'associer la Maison associative de la santé à ces journées régionales et nous nous réjouissons d'introduire cette journée avec notre partenaire France Asso Santé Bretagne. Merci. Pascal. C'est moi. J'ai un petit problème de son. Hop, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Pascal Jarnaud. Je suis le médecin coordonnateur du CAPS Bretagne, coopération pour l'amélioration des pratiques des professionnels de santé en Bretagne. C'est plus facile de dire CAPS Bretagne. Moi aussi, je suis ravi, bien évidemment. Et je suis vraiment ravi en fait qu'on puisse co-introduire cette journée parce que c'est effectivement un partenariat qui date maintenant. C'est vraiment très important pour nous
effectivement, comme disait Alexandre, notre objectif, c'est d'être en appui des professionnels, des usagers sur tout ce qui est l'amélioration des pratiques et des organisations, hein, pour parler simplement, essayer de toujours réfléchir à comment améliorer notre système de santé. Et c'est vrai que pour nous, c'est évident depuis longtemps qu'on doit le faire avec les usagers, les premières personnes concernées. Donc, on essaye de s'outiller pour ça. Donc, pour nous, c'est important de le faire donc, avec les collectifs qui représentent les usagers dans la région, c'est-à-dire la Maison associative de la santé et France Asso Santé Bretagne. Et puis, c'est important de se doter d'expertise au sein de notre équipe. Donc, c'est vrai que dans notre équipe, nous avons 3 personnes en fait, hein, qui sont plus spécifiquement dédiées à l'engagement des usagers. C'est effectivement Cathy Simonet qui, au-delà de bientôt coordonner la Maison associative de la santé, est aussi un jour par semaine au CAPS Bretagne depuis maintenant 4 ans, je pense. Nolwenn Tournière qui nous a rejoint en tant que patient partenaire depuis avril, à 2 jours par semaine, et puis donc Alexandre qui a fait l'introduction tout à l'heure, donc à 2 jours par semaine. Donc tout ça pour vous dire que pour nous, cet axe-là est très important dans notre fonctionnement. C'est aussi c'est le 5e axe de notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'Agence régionale de santé. Donc cet appui méthode, parce que comme on le verra tout au long de la journée, c'est très bien de dire qu'il faut développer l'engagement des usagers, aller chercher l'expérience des usagers, mais pour ça, eh bien, il faut être outillé. Donc, et le CAPS Bretagne se propose de vous accompagner dans cette démarche. Voilà, Alexandre. J'espère que je n'ai pas été trop long. Parfait. Merci beaucoup à vous 3. C'est vrai qu'on prend pour acquis. Alors, premièrement, je ne m'étais pas présenté, effectivement, donc Alexandre Berkès. Je ne m'étais pas présenté, mais l'objectif surtout, c'était je me suis rendu compte dans vos présentations c'est tellement habituel pour nous de travailler ensemble en partenariat que ça ne m'est même pas venu à l'idée de souligner à quel point c'est déjà en soi quelque chose de remarquable, le fait qu'on organise ces journées régionales ensemble. Et notamment aussi le fait que toutes les interventions que vous aurez dans la journée sont faites en duo usagers professionnels. Alors pour répondre à, je pense que c'est Bernard Denis qui est derrière le pseudo UFPP, c'est l'Union française ou francophone pardon, des patients partenaires. Le terme effectivement ici utilisé est vraiment le terme qui fait le plus écho aux professionnels de santé, ou en tout cas dans le milieu de la santé, c'est-à-dire celui d'usager. L'entendez pas au sens justement de consommateur, mais au sens de toute personne. C'est-à-dire que ça n'inclut pas que les patients, que les aidants, mais les personnes aussi, des citoyens à part entière qui ont besoin de manière très temporaire, par exemple, d'un soin au service de santé. Donc c'est le terme certainement pas le plus adéquat, qui a plusieurs problématiques associées, mais c'est celui qui est le plus utilisé, qui fait le plus écho encore dans le milieu professionnel. Donc, c'est justement l'illustration du fait qu'on essaye d'avancer avec les intérêts des usagers, avec l'intérêt des personnes concernées, avec l'intérêt de l'ensemble des citoyens qui sont acteurs de leur santé dans le milieu professionnel. Et pour l'instant, dans ce travail de médiation, on essaye d'utiliser des mots qui font sens pour les uns et pour les autres, tout en les déconstruisant comme vous contribuez à le faire ici. Donc, on va introduire notre tentative expérimentale d'illustrer ce que c'est l'expérience d'usage des soins et services de santé. Et on va commencer avec Mireille Massot. Alors, vous allez voir, on est à 3 dans la même pièce, on a un seul ordinateur, donc on va tranquillement sortir de notre chaise et l'autre va venir se mettre à notre place. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez du mouvement devant l'écran, on va prendre le temps de s'installer. L'objectif, c'est d'abord de revenir sur cette notion, vous le savez, de savoir expérientiel qu'on a déjà vu les uns et les autres. Pardon. Il y a une image qui bouge apparemment. On va revenir sur cette notion de savoir expérientiel où on revient, mais c'est quoi ces savoirs issus de l'expérience? Est-ce que ça serait spécifique aux patients ou aux aidants ou aux personnes concernées? Ou est-ce qu'en fait, toute personne qui fait une expérience au quotidien va développer des savoirs associés à cette expérience qu'il a? Donc, on va venir de manière beaucoup plus générique au départ, et puis ensuite, on va essayer de cheminer tranquillement vers le milieu de la santé. Donc, je laisse la place à Mireille qui va prendre le temps de s'installer. C'est écrit Pascal Jarny. Oui. C'est écrit Pascal Jarny. C'est correct. Tu peux parler, c'est activé. C'est lui qui. Bonjour à tous, à toutes. Donc je suis Mireille Massot, donc représentante des usagers au CHU. Et je me suis laissée embarquer dans cette belle journée d'aventure. Et donc, je vais commencer par vous raconter une histoire. Voilà, pour combler ou essayer de pallier le manque de soleil d'aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire d'un trio inattendu. Donc, Amy, qui a 23 ans, qui est étudiante
en 4e année de médecine et en stage à l'hôpital. Laurent, 56 ans, qui a fait un court séjour aussi à l'hôpital pour une fracture suite à un banal accident de vélo, bête on dirait. À sa sortie, Laurent a besoin d'un fauteuil pour être autonome le temps de la rééducation. Valentin, 38 ans, soignant, qui a accompagné Laurent et qui encadre Amy, la stagiaire. Voilà nos 3 personnages. Eh bien, entre ces 3-là, quelque chose s'est tissé. Une forme de complicité s'est construite et les lie à tel point que, à la faveur du déconfinement, de la réouverture des terrasses, ils décident de se retrouver en centre-ville de Rennes pour prendre un temps pour eux et partager quelque chose de différent de ce qui les a réunis à l'hôpital. Et c'est donc ce mercredi soir qu'ils se fixent rendez-vous à 18h, place du Parlement. Chacun quittera l'hôpital à l'heure qui lui conviendra, le mieux, pour se rendre au lieu de rendez-vous à l'heure convenue et chacun par ses propres moyens. Amy partira à 17h30 à pied. CHU, place du Parlement, ça se fait en 20 minutes. Laurent, quant à lui, part à 17h30. Il prendra le métro. L'aventure commencera au pied de l'ascenseur, vous verrez. Valentin, quant à lui, part aussi à vélo à 17h. Les 3 compères se retrouvent donc à l'heure prévue, mais pas tout à fait à l'endroit prévu. En effet, l'accès au banc dans la fosse devant le Parlement, pour Laurent en fauteuil, ça ne le fait pas vraiment. Et de toute façon, tous les bancs étaient déjà occupés. Ce sera donc sur l'esplanade d'accès au Parlement qu'ils se retrouveront. Les visages sont ouverts, accueillants, et la conversation embraye de suite sur les parcours, les péripéties, voire les difficultés rencontrées par chacun. Le plaisir de se retrouver est bien là et domine. Le soleil, une brise de légèreté, invite chacun à livrer sa vision de sa traversée de la ville, ce qui l'a marqué dans un parcours plus ou moins semé d'embûches. Pour Amy, ce sera la difficulté, l'embarras qu'elle a ressenti, éprouvé lorsqu'elle a traversé la place Sainte-Anne. Ces regards qui se portent sur elle, croit-elle, tous ces gens attablés aux terrasses, les marginaux adossés aux parois du métro, ces chiens qui aboient, ça l'a angoissée, oppressée. Mais Amy veut tout de suite rassurer les garçons. Elle s'en est très bien sortie et en ressent même un peu de fierté. Et cela, c'est grâce à un traitement patiemment, intelligemment dosé, en accord avec son référent soin, qu'elle maîtrise ses difficultés. C'est une petite victoire que cette traversée de la ville pour elle. Laurent et Valentin découvrent. Laurent, quant à lui, avec son fauteuil et un sens de l'autodérision reconnu, raconte son embarras à prendre l'ascenseur du métro au départ de l'hôpital. L'accès en était entravé par des gens qui, selon lui, auraient bien pu prendre les escaliers. Mais sans doute, c'est parce que je ne suis qu'un handicapé provisoire, on ne me prend pas au sérieux, dit-il dans un grand éclat de rire. Et ajoute « pardon » à l'endroit des personnes qui seraient en situation de vrai handicap et qui l'entendraient. En revanche, une fois dans le métro, pas de problème. La place réservée lui est accessible, et ce, sans aucun regard apitoyé des autres voyageurs. Ce qu'il apprécie. Laurent aura choisi de descendre à Station République, et là, aucun souci pour l'accès à l'ascenseur, et même un étonnement qu'il veut partager. Des jeunes qu'il qualifierait de jeunes de quartier s'écartent, lui ouvrent le passage. Laurent se fend d'un large sourire pour appuyer un merci ému. Merde alors, se dit-il, comme quoi les préjugés quand même. Enfin, Valentin, lui, il ne se fait pas prier non plus pour livrer sa traversée de la ville à vélo. Sans assistance électrique, cela va sans dire. Circuit impeccable, un petit détour nature-plaisir en longeant le canal jusqu'à Confluence, sans encombre. Bien sûr, il faut toujours avoir l'œil pour déjouer les véhicules stationnés sur les pistes cyclables, les portières de voitures qui s'ouvrent de façon impromptue, sans précaution, ou encore les piétons avec de tout jeunes enfants, ou encore les vélos sur les trottoirs qui viennent traverser un passage piéton. Une histoire d'entraînement, souligne-t-il de façon malicieuse.
Valentin aura même eu le temps de s'accorder un passage à la librairie Le Fayère pour trouver le dernier livre de Laetitia Colombani, Les Victorieuses, qu'il veut offrir à sa compagne enseignante. Il fera aussi un saut à la boulangerie-pâtisserie juste à côté pour acheter quelques gourmandises à partager avec les 2 autres compères. Eh bien, de ces expressions, des questions, des étonnements, des suggestions animent et prolongent la rencontre. Dis Valentin, ton passage à vélo là, le long du canal, c'est où? On le prend à quel endroit en sortant de l'hôpital? Et la place Confluence, moi je ne connais pas. Mais si, tu sais, c'est là où il y a maintenant le Bacchus, c'est des super grandes terrasses. Même peut-être que c'est là qu'on aurait dû aller. Amy s'intéresse quant à elle au livre dont a parlé Valentin. C'est quoi l'histoire de ce livre? Qu'est-ce qu'il y raconte? Pourquoi penses-tu que ta copine va être intéressée? Et comment t'en as eu l'idée? Laurent dit, c'était quoi tes préjugés vis-à-vis des jeunes des quartiers qui t'ont ouvert le passage à République là? Amy, ce serait indiscret de te demander, de savoir comment tu contrôles la difficulté que tu as vécue en traversant la place Sainte-Anne. Tu sais, tu n'es pas obligé, mais comme on ne s'en est pas aperçu avant, voilà. Amy, Valentin, Laurent auront partagé des bouts de vécu qui les auront conduits à lever le voile sur leur personnalité, voire un peu de leur intimité. Ils ont maintenant l'impression de mieux se connaître. Ils ont découvert des itinéraires de déplacement variés, peut-être des aspects de vie de chacun d'entre eux, inattendus. Ils se construisent à eux 3 un nouveau morceau de vie commun, à dire des choses d'eux-mêmes, de leurs ressentis, de leurs expériences. Ils font une place à l'accueil de la nouveauté, au regard et à l'écoute de l'autre. Ce n'est pas grand-chose sans doute, mais pourtant, toute la confiance en soi commence dans le regard de l'autre et ça donne des forces pour tenter de nouvelles aventures. Je passe la parole à Alexandre. Je vous laisse décanter. Vous voyez, on a voulu commencer par cela pour vous dire que quand on parle d'expérience patient au sens large, enfin au sens circonscrit et au terme plutôt d'expérience d'usage au sens large, ça ne commence pas toujours par un questionnaire de satisfaction ou d'expérience. C'est qu'il y a d'autres interrogations qu'on essaye de vous proposer aujourd'hui et une manière de revenir en amont pour s'interroger de la manière dont vont influencer, par exemple, dans cet échange qu'il va y avoir entre ces 3 personnes, la nature du parcours qu'ils ont eu, la nature de l'expérience qu'ils ont eue pour venir jusqu'à là. À quel point ça a fait écho à certaines peurs, à quel point ça a été des moments pour certains qui n'avaient pas d'enjeu de déplacement, d'aller faire d'autres choses qui vont être source de joie, qui vont les amener à être de manière beaucoup plus positive, extrêmement enjouée au moment où ils vont arriver dans cette rencontre avec les autres. Donc, vous avez certainement vu plusieurs éléments qui ont fait écho à votre propre expérience et que vous avez peut-être transféré ou pas dans votre contexte. Mais vraiment, cet objectif, c'était de montrer comment, quand quelqu'un arrive, par exemple, vous rencontre en tant que professionnel, par exemple, ou inversement, en tant que patient, quand un professionnel vient vous voir, l'expérience qu'ils ont eue dans la journée, l'expérience de vie qu'ils ont, la trajectoire qu'il y a eu en amont, va jouer, va forcément influencer. Et donc là, c'est pour vous, là, je vais vous présenter quelques notions beaucoup plus formelles qui sont celles qu'on va voir dans la certification de la Haute Autorité de Santé, par exemple, dans des textes de politique publique ou dans des conférences sur le sujet. Je vais vous présenter cette partie-là pour ceux qui sont plus sensibles à cette manière de comprendre. Et ensuite, on réélargira de nouveau avec Charlotte, qui fera le même exercice, mais directement appliqué aux soins et services de santé dans un établissement. Alors, je vous partage mon écran. Est-ce que je peux juste avoir une confirmation de l'un d'entre vous, visuel autre? Vous le voyez? Oui, c'est bon, Alexandre. Oui, c'est bon. Alors, la définition qu'on voit le plus souvent sur le territoire français, c'est celle de l'Institut français de l'expérience patient qui est dérivée, c'est une traduction de celle du Beryl Institute aux États-Unis, qui est une des institutions pionnières dans le développement de ce concept et surtout dans les pratiques permettant d'aller le recueillir et de l'intégrer pour l'amélioration des soins et services de santé. Et on la définit comme c'est l'expérience patient, eux ils définissent, c'est l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne
ou son entourage au cours de son parcours de santé. Ces interactions, elles sont façonnées à la fois par l'organisation du parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer précédemment. Ces interactions, ce n'est pas uniquement ce qui se passe ce qu'on va voir dans le dossier médical ou ce qui va être décrit formellement. Ça peut être aussi donc autant les moments de suivi, d'examen, d'attente, de dialogue et d'écoute des personnes, les discussions qu'on a eues dans la salle d'attente, les autres personnes qu'on a rencontrées via des forums en ligne entre nos rencontres de soins, les dialogues qu'on a entendus entre les professionnels de santé, mais aussi les couleurs, les odeurs, les formes, les inquiétudes. Donc tous ces éléments-là jouent sur l'expérience patient, jouent sur l'expérience d'usage. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on construit des outils, il faut avoir ça à l'esprit pour ne pas se dire « je vais chercher cette expérience et je vais l'interpréter comme en regardant uniquement moi le processus que j'ai en face des yeux et de me dire ce processus génère telle expérience ». Mais sauf que cette expérience, elle n'est pas générée que par le processus formel que j'ai de voici l'accueil, par exemple, en soins en ambulatoire pour des chirurgies mineures. Voici moi le processus que j'ai devant les yeux, voici l'expérience des personnes concernées. Et là, je compare, je me dis, il y a un lien causal entre les deux. Mais il me manque quelque chose. Il me manque, c'est comment sont arrivées ces personnes le jour où elles ont été prises en charge en chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Quel est le délai qu'il y a eu entre le moment où ils ont eu un rendez-vous avec le médecin, un diagnostic ou l'information qu'ils allaient subir une intervention et ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quelles inquiétudes, quelles expériences positives ou négatives il y a eu entre? Donc c'est à ça que ce concept permet d'introduire. Si on regarde de manière plus formelle dans le système de santé, notamment au Canada, à quoi ils vont porter attention en particulier quand ils s'intéressent à cette expérience? Premièrement, au respect des valeurs, des préférences et des besoins du patient, mais aussi à la coordination et à l'intégration des services. Comment l'information a circulé, comment il y a eu de la coopération entre les différents acteurs de santé. Mais aussi le confort physique, le soutien émotionnel de la personne, et pas uniquement dans l'établissement de santé, mais même en dehors, de manière transversale, ou encore l'implication des familles et des proches. On pourrait toutefois compléter cette définition, et ça c'est une proposition qu'on vous fait, en considérant que l'expérience patient, ça influence aussi a posteriori la manière dont les patients pensent et agissent tout au long de leur parcours de soins. Ce qui fait que si une personne arrive pour un enjeu de santé dans un établissement et a une expérience où on le maintient, où on ne le reconnaît pas dans sa posture active de soignant, d'acteur de sa propre santé, comme personne capable de prendre soin d'elle, et ben, peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de la 3e, 4e, 5e interaction avec des professionnels de santé, où on ne reconnaît pas nécessairement notre rôle actif à l'intérieur du soin, bah peut-être qu'on va se mettre dans une position relativement passive et continuer à dire bah, c'est comme ça que ça fonctionne et apparemment c'est comme ça qu'on a envie que je fonctionne. Inversement, si vous avez des interactions avec vos professionnels de santé où on vous pose des questions, on vous dit mais Charlotte, c'est intéressant ces informations que vous avez trouvées, vous les avez comment? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Puis pour quelles raisons vous avez ajusté votre posologie de telle manière? Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que l'expérience du traitement vous paraissait plutôt inadéquate? Est-ce qu'il y avait des symptômes qu'on n'avait pas discutés ensemble? Est-ce qu'il y a d'autres projets de vie en ce moment qui font en sorte que les effets secondaires qu'on avait discutés en fait sont une barrière à des choses qui sont agréables pour vous au quotidien et donc il faut qu'on revoie le traitement? Est-ce qu'il y a eu cet espace-là? Si cet espace-là il est, par exemple dans une discussion avec mon médecin généraliste, ça va influencer ma perception du rôle que je peux jouer dans mes soins. Et donc, quand je vais aller, par exemple, voir un médecin spécialiste au CHU, bah, peut-être que je vais venir avec cette expérience-là et ça va déjà influencer la manière dont je vais interagir avec lui à l'hôpital. Et donc, on voit bien que si j'étais à l'hôpital et que je regarde que l'expérience de Charlotte avec son médecin spécialiste au CHU et que je regarde que ce que je fais au CHU, bah, je ne vais pas pouvoir prendre en compte le fait que c'est son interaction avec une infirmière libérale en hospitalisation à domicile ou avec son médecin généraliste qui fait qu'elle fait cette expérience du soin au CHU. Donc, c'est l'élément qu'on vous propose d'ajouter. Pourquoi on s'intéresse à l'expérience d'usage? Le premier, c'est que comme souvent, vous voyez ici, c'est une illustration, on prévoit les choses d'une certaine manière et dans la réalité, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Donc, une des premières raisons, c'est de dire, bah, ce n'est pas parce qu'on a planifié les choses d'une certaine manière à partir de notre prisme et de ce qu'on pense du soin que les personnes vont l'utiliser, en faire l'usage de cette manière-là. Et le deuxième, c'est que souvent, on va essayer de se dire quel rapport on peut ensemble développer par rapport à des expériences d'usage qui nous déstabilisent ou qui ne sont pas celles qu'on avait prévues. Voici comment est prévu l'accueil en chirurgie ambulatoire au CHU de Rennes. Ça se passe comme ça. Puis là, on se rend compte que les gens, ils arrivent plutôt en retard, plutôt inquiets, plutôt très rassurés. Mais surtout, ils vont commencer à ils ont été voir d'autres professionnels en amont, ils ont été prendre un 3e avis, finalement, ils le reportent la moitié du temps. Qu'est-ce que je fais avec cette information-là?
Et en fait, la posture qu'on voudrait juste que vous reteniez aussi aujourd'hui, en tout cas à laquelle on pense que c'est important de vous sensibiliser, c'est de se dire, nous, les uns les autres, quand on a ce genre d'informations, on a tendance à vouloir contrôler en disant « Oh, tiens, les patients, ils ne réagissent pas de la manière dont on souhaite. Ils ne réagissent pas de la manière dont on avait prévu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sur ce chemin, on va construire des murs en béton le long du chemin pour que les personnes passent bien entre les barrières? Ou est-ce qu'on s'interroge en disant « Pourquoi les personnes, elles prennent ce chemin de travers? Pourquoi elles préfèrent passer par la boue alors qu'il y a un chemin tout propre au milieu? Est-ce qu'elles ont plus de plaisir à faire ça? Est-ce qu'il y a une raison objective qui justifie ça? » Et donc, le dernier point qu'on voudrait faire sur la partie formelle, c'est quand vous recueillez une expérience d'usage qui n'est pas conforme à ce que vous pensiez qu'elle devrait être. Est-ce que l'objectif, c'est de la faire fitter, de la faire rentrer à l'intérieur de ce qu'on avait prévu, et ce qui correspond à notre cadre en tant que professionnel, ou est-ce que ça doit nous garder dans une posture d'étonnement, de surprise, de curiosité, et plutôt de se dire, au lieu de bah, « tiens, ils n'ont pas fait comme on avait prévu », se dire « ce sont des personnes intelligentes qui veulent prendre soin d'eux ». La majorité des gens essayent de prendre soin d'eux, ils font du mieux qu'ils peuvent au quotidien pour prendre soin d'eux. Donc, quelle est la rationalité derrière? Quelle est la justification qui font qu'ils ont pensé que c'était la meilleure façon de faire face à tel défi? Et donc, on voudrait repartir tous ensemble aujourd'hui avec le fait que dès qu'on voit des choses qui nous déstabilisent, dès qu'on voit des choses qui nous étonnent, à quel point on peut plutôt les investir avec curiosité et comme source de questionnement de nos pratiques, et surtout d'aller se dire, il y a des compétences, des savoirs et de l'intelligence pratique derrière cette expérience qui n'était pas celle qu'on avait prévue. Donc, comment je vais travailler avec celle-ci pour réinterroger mes pratiques? Je vais laisser maintenant la place à Charlotte Bondu. Pareil, changement de siège, ne vous inquiétez pas, il y a un peu de mise en scène qui va se faire. Et donc, ça va prendre quelques secondes. Bonjour. Alors, moi, je vais venir plutôt en écho à la fois Alexandre et Mireille pour tenter de vous donner un élément plus concret par rapport à l'objet d'aujourd'hui. En santé, les expériences d'usage, mais en santé. D'abord, je vais juste vous rappeler que, en santé, il n'y a pas que les patients, loin de là. Les soignants et tous ceux qui permettent que ça se passe bien, notamment des patients partenaires. Mais il y a plein d'autres acteurs, en fait. Dans les soignants, je ne mets pas uniquement les médecins, on est d'accord. Toutes les équipes, y compris les gestionnaires administratifs, d'ailleurs. Et alors, ils ont chacun leur dynamique, leur approche, leurs contraintes, leurs objectifs, leurs attentes, mais aussi leur formation, leurs expériences. Donc, de fait, ça ne se passe pas forcément comme on envisageait, et surtout, on n'est pas à la place de l'autre. Et on a des positionnements, des postures, du fait de ce qu'on est en train de vivre, de nos missions, un peu. Alors moi, je vous propose de vous représenter 3 personnes qui vont chacun, à un moment donné, être confrontés à une réalité commune. Mais justement, on va voir qu'ils ne vont pas la vivre de façon identique. Pas possible. Ils ont des objectifs, des positions, des histoires différentes déjà. Et puis, il y en a un qui va vraiment la vivre de l'intérieur, corporellement. De fait, ça, c'est très différent des autres. Voilà, allons-y. Alors, d'abord, ce sera Madame Béarol, qui, elle, est patiente, devient patiente. Elle a 47 ans. Ou, ici, s'il vous plaît, je serai, dites-moi. Oui. Excusez-moi d'interrompre, mais on n'entend rien. Est-ce qu'il serait possible de parler plus fort? Il faut que je parle plus fort. Très bien. Oui, ou plus près, parce qu'on n'entend vraiment rien. Merci d'avoir... vous avez raison, c'est très bien. Donc, j'étais en train de dire, ici, je vais parler au nom de Madame Béarol. Je me mets un collier autour du cou pour dire que c'est Madame Béarol. Je vous dirai, je mets mon collier. Je viens ici d'enfiler mes lunettes de basse vision, mes filtres de basse vision. Je suis patiente partenaire. Ou alors, j'enfilerai une manche de blouse blanche. Là, je parlerai plutôt au nom d'un
d'une soignante. Mon collier pour dire, dites donc, je sens des douleurs là qui me traversent déjà depuis un petit moment et j'ai malheureusement l'impression qu'elles sont en lien avec des saignements que je commence à avoir trop régulièrement. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aborder ça? Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de m'en occuper. J'ai d'autres choses à faire. Ce que je fais au boulot, là, ça m'intéresse trop. On verra ça plus tard. Je retire mon collier. J'enfile ma manche. Dites-moi, ce matin, je suis Monsieur Julien, responsable du service soignant d'oncologie, j'ai oublié de vous dire. J'ai rencontré Madame Béarol pour la première fois ce matin. Salement infestée, j'ai l'impression. Ça va être dur. Je me demande comment on va réussir à l'accompagner là-dedans. Elle est jeune pourtant. Je remets mon collier. Bon, ils ont décidé de me garder. Je crois que je pars vers quelque chose d'inconnu. Là, je ne sais pas où je m'en vais. En tout cas, j'ai un peu des peurs qui commencent à arriver. Comment je vais m'en sortir? J'ai un peu l'impression que toute ma vie s'arrête là. Curieux. J'enfile maintenant mes lunettes. Bonjour, Madame Béarol. Je me permets de venir vous voir. Nous sommes quelques-uns là dans le service à être un petit peu armés de nos expériences. On a été aussi patients, on a traversé des embûches dans notre santé et peut-être qu'on peut se rencontrer, partager nos expériences, nos questions, si ça vous dit en tout cas. Nous sommes disponibles auprès de vous. J'ai réenfilé ma blouse. Bon, Monsieur Julien, là, je comprends pas. Je suis une cadre de santé. Je suis bien embêtée parce que ça fait déjà 3 fois que Madame Béarol m'appelle en 3 jours. On est mardi midi et vous lui aviez dit apparemment que vendredi, vous l'appeliez pour lui donner un avis. Qu'est-ce qu'on fait? Cette fois, j'enfile mes lunettes. Je suis dans le service, pas loin de Monsieur Julien, cadre de santé. En fait, vous savez, je me permets juste, j'ai l'occasion déjà un peu de discuter avec Madame Béarol. J'ai l'impression que vous pouvez lui parler. Elle va être à l'écoute, elle va recevoir ce que vous lui donnez. Moi, je vous invite à être simple et vrai avec elle. Voilà. Des petits flashs que je vous ai amenés, des petits flashs de vie pris sur le vif, juste pour faire écho sur les différentes entrées, les différentes traversées par lesquelles on peut envisager des expériences d'usage. Alors maintenant, avec Mireille, on voulait aussi vous amener un peu comment on envisage le lien entre notre engagement en tant que patient partenaire ou représentante d'usagers et les expériences d'usage que nous avons pu avoir. Alors, je vais parler en mon nom déjà et vous dire que je me suis rendu compte assez vite que j'ai grandi à travers la relecture d'expériences, en fait. C'est ça qui m'a construit, qui a fait que je suis celle d'aujourd'hui par des pédagogies type l'éducation populaire, par exemple. Et en fait, de ce fait, ça paraît être une évidence pour moi d'être là. C'est curieux, mais voilà. Et puis, je me rends compte aussi que dans nos façons
d'organiser les soins, de les structurer, de les donner, et ben, aujourd'hui, on a certainement à travailler, c'est sûr, on le sait, et que ces expériences d'usage, se retrouver autour de ces expériences d'usage est certainement quelque chose d'intéressant et de prometteur. Mireille, tu veux ajouter quelque chose ? Donc, Mireille, le retour. Juste pour dire que entre mon engagement et l'expérience d'usage, il y a un point commun, c'est que en retraçant mon parcours de vie, je ne suis plus tout à fait toute jeune, il y a un point commun qui est celui du sentiment de ne jamais avoir vraiment choisi ce que je fais. Et en fait, à partir du moment où on m'a dit que j'étais capable de faire quelque chose, j'ai essayé de voir sur quoi je pouvais m'appuyer pour dire, en effet, ils ne se sont pas trompés. Et en fait, je me suis rendu compte que ce soit dans une expérience de vie très, très jeune où j'étais, parce que je n'avais pas choisi, dans le commerce, avec ma mère plus particulièrement, que ce soit après mon engagement professionnel que je n'ai pas vraiment choisi non plus, mais que j'ai adoré, que ce soit dans la vie politique que j'ai eue aussi, que je n'ai pas choisi, mais que j'ai adoré aussi, je me suis toujours appuyée sur ce que je recevais des autres. Et puis, ben voilà, ça me conduit à être aujourd'hui avec vous, parce que cette expérience-là, eh bien, je continue de la vivre et de l'exploiter avec ce que nous sommes les uns les autres, et j'en fais mon miel tous les jours. Voilà. Merci. Merci, Charlotte. Je regarde Nolwenn à ce moment-là, ou Vanessa aussi, pour la gestion du temps. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions ou commentaires, ou est-ce qu'on passe directement à la table ronde? On s'était donné comme objectif, si on avait du temps, tant mieux, mais si ce n'était pas le cas, c'était vraiment une introduction. Donc, ce n'était pas forcément un appel à discussion, mais d'abord une sensibilisation. Donc, non pour le signer non, c'est ça? OK. Donc, je passe la parole à Vanessa Marie, qui est ma co-animatrice ce matin en termes de fil rouge, et qui va introduire la table ronde qui nous attend tout de suite. Merci à vous pour votre attention. Merci à vous trois pour cette riche intervention et très, très animée. On va accueillir maintenant Annie Guyot, Louisette Ferron et Mardoche Mokulongai, j'espère ne pas avoir ébréché le nom, par rapport à l'expérience de la maison de santé pluridisciplinaire de Villejean. Voilà, une expérience et un engagement qu'elles vont pouvoir vous présenter, et donc qui va être animé par Cathy au niveau de la table ronde. Donc, je leur laisse la parole. Oui, merci Vanessa pour cette transmission de micro. Oui, j'avais beaucoup de plaisir. Je remercie Annie, Louisette et Mardoche d'avoir accepté de participer à cette journée et de nous partager leur retour d'expérience de la place des usagers dans une maison de santé pluridisciplinaire. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, vous nous entendez? Très bien, merci Annie. Donc oui, on est là. Très bien. Tous les trois dans le même bureau, donc on a nos masques qu'on va garder parce qu'on va essayer de parler fort, parce qu'à l'intérieur, on doit encore garder nos masques. C'est vrai, on a une liberté pour l'extérieur, mais pour l'intérieur, on va encore devoir se protéger. Mais pour l'instant, Annie, on t'entend très bien. Est-ce que je peux vous demander à chacun de vous présenter rapidement, ça peut être que le prénom, se situer par rapport à ce quartier et aussi par rapport à si vous êtes bénévole, professionnel. Je vous en prie. Je suis Mardoche, j'ai 21 ans, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Un peu plus fort, c'est possible, Mardoche? Alors, je disais que je suis Mardoche Mokulongai, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'UFR de Rennes 2, en licence 3 de management des organisations.
Actuellement, je suis bénévole à la SVB et animateur jeunesse dans la maison du quartier. Voilà. Merci. Louisette? Alors, Louisette Ferron, retraitée. J'ai dépassé les 70 ans. Enfin, j'ai 74 ans d'ailleurs, mais c'est pas assez près. Je suis retraitée. J'ai une vie professionnelle toujours dans des établissements scolaires en tant qu'enseignante, documentaliste et cadre de quoi déjà, enfin, ex-surveillante générale. À la retraite, enfin, même avant, je suis engagée dans différentes associations, syndicats d'abord. Sur le quartier, je suis engagée au niveau du conseil de quartier et du conseil citoyen rennais. Ça doit être tout. Oui. Et puis pendant 12 ans, au décès de ma mère, je me suis occupée, j'ai pris à mon domicile une tante qui était handicapée, que j'ai dû mettre pour des raisons de sécurité pour elle, parce qu'elle faisait des chutes à la maison. Je l'ai mise en maison de retraite, ce qui m'a permis d'acquérir une petite expérience dans les EHPAD, au titre de famille et au titre de présidente de CVS. Voilà, vous savez tout. Très bien, ça nous permet effectivement de mieux vous situer, 2 générations, et on le verra après sur l'importance de cela, d'aller vers les habitants. Annie, est-ce que de ton côté, tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Donc, Annie Guillot, je suis infirmière de formation initiale. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une structure qui s'occupait de l'accueil des gens du voyage. Donc, j'étais infirmière de santé publique. Enfin, je faisais beaucoup de prévention, d'accompagnement vers le soin. Et donc, en écoutant tous vos témoignages ce matin, je me suis souvenue on avait travaillé à la réalisation d'un petit livret d'accueil à la maternité pour les femmes du voyage qui venaient à la maternité parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension dans ces instants-là qui étaient pourtant des moments très joyeux pour ces femmes, mais qui finalement le vivaient avec beaucoup d'anxiété. Voilà, ce que m'a ramené en tête ce qu'on a pu échanger jusqu'à présent là, depuis ce matin. Et donc, depuis 2016, je suis coordinatrice de l'association Avenir Santé Villejean-Beauregard, qui regroupe une centaine d'adhérents. Et voilà, donc… Nolwenn, tu peux mettre la première slide, si tu veux bien, qui permettra à Annie peut-être de s'appuyer, de présenter l'Avenir Santé Villejean-Beauregard, le départ de la création de cette association, comment au fil de l'eau, vous avez aussi émergé l'idée d'intégrer des usagers dans votre gouvernance. Alors, oui, donc je ne vois pas là. La slide va arriver, voilà. D'accord, ok. Merci, voilà. Merci Nolwenn. Donc, en fait, on est sur on va dire sur un terreau fertile, puisque finalement, dans notre équipe qui compte une centaine d'adhérents, comme je vous disais, dont 93 professionnels de santé libéraux, donc médicaux et paramédicaux, et une douzaine d'usagers, enfin d'habitants du quartier. En fait, l'histoire est plus ancienne de cette volonté d'associer les patients, les habitants du quartier aux actions de santé, puisque en 1977, déjà sur le quartier, il y a eu une association qui s'appelait Villejean Santé, qui avait été créée par des médecins généralistes, des gynécologues, pédiatres et psychologues, et qui menait des actions de santé de prévention, entre autres dans les appartements, en fait. Voilà ce qui a pu nous être raconté par ces professionnels qui sont retraités aujourd'hui et qui sont toujours très actifs au sein de notre association, donc qui gère la maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc, ces professionnels avaient l'intention de créer un centre de santé communautaire et ça ne s'est pas réalisé. Donc, chacun
voilà, et rentrer un petit peu retourner dans ses cabinets jusqu'à ce qu'il y ait en 2012, en fait, la création de l'association Avenir Santé Villejean-Bourgard, toujours par ces mêmes médecins qui s'inquiétaient du manque, de leur remplacement, en fait. Donc là, il y a une nouvelle dynamique qui s'est recréée avec des nouveaux médecins, des jeunes médecins qui sont venus s'installer et qui ont eu envie de poursuivre, en fait, de réactiver ce travail collectif et qui a amené à la création en 2015, donc à l'écriture d'un projet de santé en 2014 et à la création de la maison de santé pluriprofessionnelle Rennes Nord-Ouest en 2015. Et donc, l'association a comme objectif vraiment de faciliter l'accès aux soins des usagers, des habitants, et puis de travailler ensemble à des projets communs en intégrant aussi nos partenaires de quartier. Déjà, les partenaires qui sont tout près de nous grâce à un projet qui a été aussi initié par la ville qui permet qu'on soit tous dans le même bâtiment. Donc, on est près de la maison associative de la santé, près de France Asso Santé, du réseau périnatalité, et ça, de Bistrot Mémoire aussi. Ça, c'est très riche aussi pour travailler sur des projets communs, imaginés ensemble, parce qu'on se voit tous les jours, en fait, un peu moins cette dernière année, mais bon, on était triste de plus voir d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment très, très riche aussi comme partenariat sur le quartier. Et voilà, donc à peu près brièvement pour vous présenter qui nous sommes. Et donc, l'idée, c'est on aimerait effectivement qu'il y ait de plus en plus de patients, habitants, usagers du quartier à intégrer l'association, mais ça va se faire petit à petit. Oui, effectivement, quand on a préparé cette intervention, vous me disait Annie que vous aviez, lors de votre assemblée générale du 12 juin 2019, intégré des usagers et des patients qui ont donc intégré cette gouvernance. Ça signifie quoi, en fait? C'était quoi l'objectif pour vous d'intégrer des usagers dans votre gouvernance? Mais c'était vraiment de s'enrichir de la, comment dire, de la vie, enfin d'avoir toujours en tête, nous, voilà, on peut observer des besoins, on peut de là où on est, mais qui ne vont pas forcément être les mêmes que ceux des habitants du quartier. Parce qu'en fait, ce qu'on a pu entendre aussi, moi, je me souviens d'aller au Raconte national de Chambéry, où là, il y avait surtout une journée thématique sur la participation des habitants, et il y avait une personne qui disait, mais vous travaillez dans le quartier, vous, les médecins, vous travaillez dans le quartier, il interpellait les médecins en particulier, mais ça peut être d'autres professionnels de santé, mais vous n'y vivez pas tous les jours, vous n'y vivez pas 7 jours sur 7, et voilà, donc vous n'avez pas toute la connaissance de tout ce qui s'y passe en tant qu'expérience de vie aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'ajuster le plus possible nos projets, nos actions de prévention, et puis d'améliorer aussi tout ce qui peut se passer aussi en individuel aussi dans les cabinets, dans les consultations. On ne fait pas que du collectif, bien évidemment, il y a beaucoup de consultations. Oui, d'accord, merci. Et moi, là, je me pose une question, c'est comment les habitants ils sont informés, comment ils repèrent que vous existez sur le quartier, comment vous faites pour qu'ils aient envie de vous rejoindre finalement? Alors, ce qu'on fait, on est présent dans les actions d'information. En fait, comme je vous dis, on a créé un partenariat aussi avec le centre social, avec le centre départemental d'action sociale, avec la maison de quartier, avec l'équipe du relais, qui sont des éducateurs de rue. Voilà, toutes les personnes qui peuvent avoir qui ont un intérêt à ce que cette santé, parce qu'on considère la santé vraiment dans son sens très large. C'est comment prendre en compte aussi les difficultés que les gens peuvent avoir dans leur logement,
dans l'accès au travail, dans l'accès aux études. Voilà, donc c'est vraiment au sens de la définition de l'OMS ou de la Charte d'Ottawa. Enfin voilà, j'ai pas révisé mes classiques, mais bon, Ouais, c'est tout à vous fait ça, oui. comprendrez, Ouais. on sort du tout curatif exclusivement, quoi. Donc, eh bien voilà, on est présent au Forum des associations de rentrée sur la dalle de Vigan, à Beauregard. On est présent au petit déjeuner de rentrée devant les écoles aussi, parce qu'on a un projet, enfin on a un dispositif qui accompagne qui a un soutien à la parentalité dans le parcours de soins des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages et du comportement, dont je suis la coordinatrice. Donc, on assiste aux petits déjeuners de rentrée dans les écoles qui sont organisés par la ville. Après, ça peut être par les professionnels adhérents de la maison de santé aussi, hein, les professionnels libéraux qui, dans la consultation individuelle, vont en parler aussi avec des patients. Hein. Voilà, nos partenaires de quartier aussi qui commencent à bien connaître ce qu'on fait et qui voient bien quelle envergure on veut donner à notre projet, c'est-à-dire sortir du tout curatif. Donc, du coup, ça peut être voilà, nos partenaires du quartier, la chargée de mission politique de la ville, la directrice du centre social, les animateurs, voilà. Et puis, par nos patients usagers citoyens aussi, donc et Très puis belle. Mardochi, j'espère. Ouais, très belle transition. Merci Annie, parce que justement, je voulais me retourner vers Mardoche et, et vous demander, voilà, tout simplement votre démarche personnelle. Comment vous avez connu l'association Santé Vigan Beauregard? Votre démarche était-elle personnelle? Est-ce que vous aviez entendu parler? Enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Ben, c'était un vendredi, j'étais parti au marché et il y avait une animation des IDA. Et, enfin, on a échangé avec les dames qui faisaient l'animation. Après, ils m'ont passé les contacts. Elle m'avait passé les contacts de l'association. Et je pense que c'était le même jour que je suis passé. J'ai rencontré Annie. Elle m'avait expliqué comment faire pour intégrer l'asso. Et l'année d'après, j'avais intégré l'association. Voilà, c'était un peu ça. Très bien, merci. Et quand nous avons préparé ce temps de rencontre, vous m'avez dit que vous étiez, j'ai beaucoup aimé ce terme ambassadeur entre les citoyens sur le quartier. Vous allez vers des jeunes, vous échangez avec des parents. Ce qui est essentiel pour vous, c'est d'établir des liens de confiance, Ouais. faire alliance, dialoguer à la manière des personnes et vous avez voilà, vous avez aussi participé à un rallye, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces rencontres en fait que vous avez faites? La, la première rencontre que j'ai faite, c'était quand j'étais parti mener une étude en fait, pour savoir le besoin en santé des jeunes des Kennedy. Et ça date, je pense, de 2-3 mois. Et c'est là que c'est là que je me suis c'est là que je me suis autoproclamé ambassadeur parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes. C'était un quartier pour lequel j'avais vraiment beaucoup d'a priori, mais ça m'a permis aussi de parler avec les jeunes, en fait, savoir leurs besoins en santé. Également, en fait, créer des liens avec eux, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais juste des préjugés qui n'étaient pas forcément vrais. Et après, j'ai participé aussi au rallye vie affective et vie sexuelle dans un collège de Kennedy également. Voilà, c'est ça. Et du coup, merci. Et, enfin, c'est là aussi m'a permis en fait de parler avec le parent, de parler aussi avec les élèves en fait. Et c'est là que je comprends qu'il y a peut-être un problème de langage en fait, parce que certains parents, lorsqu'on leur parle de psychologues, ils pensent plutôt qu'on va leur prendre leur enfant, ils pensent plutôt à des choses un peu gravissimes, alors que c'est pas forcément ça en fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de prendre du temps des dialogues, en fait, du temps des conversations avec ces personnes-là pour pouvoir leur expliquer en fait, les choses à leur manière. C'est pourquoi j'ai même pris une citation où c'est dit un enfant peut facilement communiquer avec un adulte, mais un adulte aura des difficultés à dialoguer avec un enfant, sauf s'il parle comme un enfant. Et puis, dans le sens où vraiment on va vers le parent, on dialogue avec eux, on cherche vraiment à comprendre un peu comment ils comprennent les choses, pour pouvoir en fait leur dire les choses à leur manière, comme ça ils n'auront pas de préjugés, ça va leur empêcher en fait ça va un peu diminuer en fait les réticences qu'ont certains parents et les réticences qu'ont certains enfants aussi. Mais il y a aussi le côté financier, parce que si un parent se retrouve dans une situation où il gagne 1500 € de revenus, il a 6 ou 7 enfants dans sa maison, il va vraiment se poser les questions, est-ce qu'il faut que j'envoie mon enfant chez un psy
pour que je paye quelque chose, ou bien est-ce que cet argent-là, on peut l'utiliser en fait, pour faire des courses à la maison, tout et tout. Et il y a aussi ces côtés-là, en fait, à revoir aussi avec le parent. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup de ce témoignage et qui nous permet aussi de mieux. Enfin, c'est pas si simple que ça d'aller vers, mais peut-être que votre atout, Mardoché, c'est peut-être votre âge, et peut-être d'aller vers ces jeunes, voilà, avec ces liens de confiance sur ce quartier. Et donc, voilà, nous avons vu l'engagement de Mardoché à la SVB sur tisser des liens entre les habitants. Et vous, Louisette, je me retourne vers vous. Avez-vous aussi cette proximité avec les habitants peut-être d'autres catégories d'âge, enfin, et qu'est-ce qui vous anime surtout dans cette démarche? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors j'étais d'abord, je faisais partie du conseil de quartier où on se retrouvait assez régulièrement, une fois par mois à peu près, et c'est par une dame qui était déjà adhérente à l'association et qui faisait partie du bureau à l'époque, qui cherchait justement des patients pour étoffer un peu la commission usagée qu'elle avait créée avec un jeune médecin de l'association. Donc le projet paraissait sympa, mais enfin le projet paraissait sympa. Alors là, j'ai un petit avantage, peut-être un peu mon âge, je ne suis pas sûre, et surtout j'ai un chien qui est fort sympathique et qui fait que les conversations s'établissent plus ou moins spontanément. Et en parlant, en admirant mon chien, disons, ça permet de dériver sur d'autres sujets. Et je me suis aperçue, alors c'est surtout des personnes âgées qui communiquent via le chien, mais je me suis aperçue que beaucoup de cette patientèle pour les professionnels de santé, beaucoup de ces personnes âgées sont pudiques, sont complexées. J'ai essayé d'intégrer une dame qui approche des 80 ans et qui a un mari un peu plus vieux qu'elle. J'aurais aimé qu'elle adhère à l'association parce qu'elle aurait sûrement eu beaucoup de choses à dire. Mais elle était très prise et puis elle ne voyait pas très bien ce qu'elle pouvait apporter à l'association. Par ailleurs, bon, j'ai une certaine aisance à parler, ce qui peut être intéressant, et surtout j'ai cette expérience de l'EHPAD, parce que j'allais à l'EHPAD régulièrement, déjà pour voir ma tante, mais pour voir un peu les conditions de vie dans un EHPAD, pour le personnel, pour les personnels, pour les résidents. Et puis, par le biais du CVS, essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Donc, j'y ai appris beaucoup de choses. Ça a été une expérience super intéressante. Si ma tante n'était pas décédée un peu avant la fin de mon mandat, j'aurais aimé prolonger cette expérience. Il y avait une collaboration super sympathique et avec une, on va dire, petite efficacité avec la directrice de l'EHPAD. Et donc, le décès de ma tante a mis fin à cette expérience. C'est peut-être aussi ça qui m'a amené plus à l'ASVB, à m'impliquer un peu plus. Oui, j'allais vous demander, Louisette, par rapport à cette implication vers l'ASVB, à Mardoché aussi. Alors, notre but, parce que nous sommes deux au bureau de l'ASVB, deux patientes, deux usagères, j'allais dire, et notre but, c'est d'élargir surtout cette commission usagée. Parce que les deux personnes qui étaient à l'origine de la création de cette commission usagée fonctionnent un peu au ralenti. Celle qui m'a fait adhérer, elle a pris du recul.
Et puis la jeune médecin, je crois elle est enceinte, elle a peut-être eu son bébé. Enfin bref, disons qu'il y a des impératifs de vie qui se greffent là-dessus. Donc notre travail, ça va être de trouver davantage d'usagers, mais surtout avec un éventail dans les âges. Alors Mardoché, c'est une trouvaille, mais une trouvaille pour multiples raisons, son âge entre autres. Il faut qu'on trouve des gens en âge intermédiaire. Et puis, bon, moi, je suis plutôt en bonne santé, je touche du bois. Mais il faudrait qu'on trouve des patients qui ont traversé des épreuves dures. Et je pense à quelqu'un que je rencontre au conseil de quartier et dans certaines structures, qui ont traversé des périodes de cancer, de suivi de cancer, de récidive de cancer, des gens qui peuvent vraiment aller au-delà de ce que moi, personne actuellement en bonne santé, je ne peux pas apporter. Alors, il faut que l'on diversifie ces usagers de par leur expérience, de par leur âge, et puis arriver à faire parler des gens qui ont des tas de choses à dire, mais qui n'ont pas l'aisance de parler. Et moi, dans différentes commissions que je suis et auxquelles je participe, je souhaiterais, moi, qu'il y ait des formations à la prise de parole, et à, comment dire, oui, surtout à la prise de parole, parce que je m'aperçois dans diverses réunions qu'il y a vraiment des gens qui ont des choses à dire dans l'intérêt d'une majorité et qui se taisent parce qu'ils se sentent complètement complexés. Merci beaucoup, Louisette. Je vois le temps qui tourne, mais c'est essentiel, effectivement, pour que une application des usagers puisse se faire le mieux possible, c'est d'avoir effectivement, comme vous dites, ces formations, en tous les cas, cette possibilité de se former pour la prise de parole et concrètement, Annie, ces commissions, il existe plusieurs commissions, c'est pas un groupe d'usagers particulièrement, donc il y a des commissions dans lesquelles vos représentants là, des usagers participent. Est-ce que c'est facile de pousser la porte et de se dire on y va, on a envie de s'engager sur ce projet? Est-ce que c'est adapté aux usagers finalement, dans la temporalité, dans le langage et voilà, je te laisse pouvoir me dire avec peut-être la slide sur les commissions, mais peut-être ça va alourdir le doc. Est-ce que ça t'aide qu'on passe la slide? Non. Enfin, oui, je l'ai sous les yeux, donc vous pouvez la passer si c'est plus confortable si c'est plus confortable. Ça va être plus confortable, je pense, pour les personnes qui assistent à la présentation, d'avoir sous les yeux, peut-être. Moi, ça ne m'empêche pas de donner d'autres éléments si besoin. En tout cas, je rebondis sur ce que disait Louisette, c'est la prise de parole, oui, mais c'est aussi la connaissance du système de santé. Et ça, c'est un peu important aussi, je pense. Enfin, ça, c'est avec Mardochi, parce qu'on a passé du temps ensemble à échanger sur comment ça fonctionne. Parce que c'est important de pouvoir rendre compte de son expérience personnelle, mais peut-être que quelquefois ça se passe mal parce qu'on n'y comprend rien au système de santé aussi. Enfin, moi, je peux le constater quand j'accompagne les parents dans le parcours de soins de santé de leurs enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et de comportement. C'est que ne serait-ce que faire la différence entre un psychologue, un pédopsychiatre, si on ne sait pas à qui on a affaire, comment on peut se sentir à l'aise déjà? Et qui a le temps? Qui peut prendre le temps d'expliquer tout ça? Moi, je peux le prendre parce que je suis salariée de mon association et on m'autorise à prendre ce temps-là. Mais pour moi, c'est fondamental en fait. Et pour créer l'alliance thérapeutique aussi d'ailleurs. Voilà, donc je trouve que ça ne se décrète pas. Enfin, il y a une loi, pourtant, effectivement, la loi du 4 mars 2002 qui instaure la démocratie sanitaire et qui entre l'usager comme véritable partenaire. Mais en même temps,
quels moyens, effectivement, on donne aux personnes d'oser pousser la porte et de vraiment trouver sa place. Parce qu'on n'est pas tous, on n'arrive pas tous avec le même bagage, effectivement. J'ai bien entendu ce que disait Alexandre Berkel, c'est s'inquiéter de savoir avec quel bagage du jour on arrive, mais avec quel bagage parfois de toute la vie on arrive aussi. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Désolée, Annie, il faut aussi préciser que l'ASVB la réputation de l'ASVB s'étend quand même de plus en plus grâce aux bouche à oreille, bien sûr, mais aussi à toutes les plaquettes qui sont diffusées, soit dans les salles d'attente, soit dans des centres sociaux, maisons de quartier, etc., par le travail aussi même des professionnels de santé au cours des consultations, pour les infirmières au cours de leur visite à domicile, elles ont quand même, elles échangent avec leurs patients, et donc la réputation s'étend. Et ça peut même être un peu limite, parce que si le nombre d'adhérents grossit, comment gérer tout ça? Je sais pas. On verra. On va attendre qu'on soit là, on verra, on trouvera des solutions. Merci beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de questions. Alors, il y aura aussi tout à l'heure une foire questions qui vous permettra aussi de reprendre un certain nombre de questions. Peut-être Mardoche, juste une là, très rapidement, parce qu'on va devoir conclure, mais ambassadeur, ce titre, ce nom d'ambassadeur que vous portez, est-ce que vous vous êtes formé pour spécifiquement sur le aller vers, ou c'est dans votre nature, dans votre formation d'étudiant? Je ne pense pas que c'est dans ma formation d'étudiant, mais c'est plutôt dans ma nature, parce que depuis que j'étais tout jeune, avec mon père qui travaille dans un CHU au Congo, on partait vers les personnes un peu plus démunies en fait, pour chercher à savoir leurs besoins, tout, être un peu à leur écoute et chercher à leur aider en fait, à trouver des solutions. En fait, c'est de là qu'est né c'est désir en fait, de vouloir être à l'écoute de l'autre pour comprendre un peu comment elle interagit, lui aider à résoudre ses problèmes. C'est plutôt dans ce sens-là. Et je pense que le fait d'aller vers les personnes des Kennedy, le fait d'aller vers des personnes qui ont une culture différente de la mienne, en fait, ça me pousse aussi à me remettre en question sur ma façon de voir les autres également, et à me remettre également en question sur ma façon en fait d'être là pour les autres. Et moi, je me dis que ça vaut la peine en fait d'aller vers l'autre pour écouter, comprendre et être aussi à sa disposition en fait pour l'aider à sortir des situations où elle se trouve. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Est-ce que, Annie, tu souhaitais rajouter quelque chose? On aurait peut-être comment on vous joint, donc Villejean, espace Santé Olivier Saboureau, une adresse mail, un téléphone, peut-être le mettre dans la fenêtre de conversation. On a un site sur Internet. Et voilà, j'ai oublié. C'est www.asvb. Mais on a un site sur Internet. Si vous indiquez ASVB, MSP, Rennes Nord-Ouest, vous allez trouver tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vous a exposé et les contacts nécessaires. Enfin, les contacts si vous voulez nous contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci Mardoche. Merci Louisette de vos témoignages. Merci de votre sincérité et de votre dynamisme avec l'ASVB et toute son équipe aussi de professionnels. On voit aussi à l'écran Annie, mais il y a d'autres professionnels qui œuvrent aussi, médiatrice en santé, Vanessa, assistante. Donc voilà, donc merci encore et je repasse la parole à Vanessa, peut-être sur le côté. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Oui.
Oui, merci de cette démonstration d'expérience qui était très intéressante. Alors, il y a eu un certain nombre de questions, certaines vous avez pu y répondre au fil de l'eau, et donc on pourra reprendre un temps pour traiter celles qui n'ont pas encore été. Et puis, comme Annie l'a dit, voilà, ils mettront leurs coordonnées de façon à ce que, si certains sont intéressés, ils pourront prendre contact directement avec l'association de santé Villejambe-Beauregard pour avoir plus d'informations. Ah, bah, l'adresse vient d'être mise. Super, merci. Maintenant, on va accueillir Monique Dubost et Céline Blin. Alors, je ne sais pas si elles sont connectées. Bonjour. 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 Désolée, je ne vous voyais pas. Donc, merci à vous d'être là. Vous êtes donc de l'association Montjoie. Et puis, Voilà. je vais vous laisser vous présenter et nous présenter votre action. Et puis, vous me direz quand vous voulez que je lance le diaporama. Bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va se présenter. Donc, moi, c'est Céline Blin. Je suis atteinte de polynévrite alcoolique et donc maladie chronique. Et donc, je suis patiente experte au logis Montjoie. J'ai été formée à l'ETP via le logis Montjoie sur un suivi de 50 heures, 40 heures, une formation de 40 heures. Donc, pour être formée à l'éducation thérapeutique du patient. Excusez-moi, Céline et Monique, est-ce que c'est possible de vous rapprocher un petit peu de votre micro qu'on vous entende mieux? Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, d'accord, merci. On rentre dans l'ordinateur, pas de souci. Donc voilà, formée à l'ETP et donc j'anime et j'aide à la construction des séances d'ETP avec Monique du logis Montjoie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Monique, je suis infirmière référente ETP du programme du dispositif ACT Montjoie. Donc on va vous présenter tout de suite ce qu'est le dispositif ACT Montjoie. Vous allez pouvoir lancer le diaporama si vous voulez bien. Nous allons garder nos masques également pour la présentation, vu qu'on est deux dans la même pièce. Voilà. Alors, est-ce que ça démarre? Alors, je vous demande quelques petites secondes, ça ne passe pas. Pas de souci, pas de souci. Je recommence. Alors, pour commencer un peu avant le diaporama, le dispositif ACT Montjoie, ACT comme appartement de coordination thérapeutique. Donc voilà, le diaporama est lancé. Nous allons pouvoir vous expliquer donc ce qu'est le dispositif. Nous hébergeons des personnes atteintes de pathologies chroniques et en très grande précarité. Alors, précarité, ça peut être précarité au niveau financier, mais pas que, au niveau psychologique, dans leur vie sociale, familiale, etc. Ouais. Donc, il y a trois logis dans le dispositif, celui de Nantes, celui d'Angers et celui du Mans, où on travaille tout en étroite collaboration. Voilà, 3 sites différents qui nous permettent de former ce dispositif d'appartement de coordination thérapeutique. Donc, dans ce dispositif, nous avons des hébergements individuels, c'est-à-dire que ce sont des appartements que nous mettons à disposition de la personne qui va être hébergée, qui est atteinte bien sûr de pathologie chronique et donc en précarité. Il y a aussi une autre type de prise en charge qui est le hors les murs à domicile qui tend à s'étendre de plus en plus. Hors les murs, c'est les personnes qui sont hébergées en institution, en structure collective. Et le à domicile, ce sont des personnes qui sont hébergées dans leur propre appartement ou dans un squat ou parfois même à la rue.
ça peut être le 115 aussi. Voilà. On vous a mis le décret. Alors, ça paraît peut-être un peu lourd, mais c'est vraiment ce qui définit la mission des appartements de coordination thérapeutique. Hein. C'est ce qu'on vous a dit plus haut. C'est d'héberger des personnes en situation de fragilité psychologique au niveau médical et social, et donc de leur permettre de reprendre la main dans leurs soins, de se poser, de pouvoir faire le point et de reprendre leur suivi médical et s'insérer dans la vie malgré leur pathologie chronique. Réussir à avoir un beau chemin à la sortie du logis. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a toute une équipe pluridisciplinaire. On vous a mis aussi cet historique qui nous paraît important, alors pas dans le détail, mais tout au long de ces années, depuis 2010, où on a commencé à parler d'éducation thérapeutique du patient, il y a un fil conducteur, une volonté au niveau de l'institution et de la direction pour aller vers ce chemin, cette ETP qui est vraiment le fil conducteur. Et puis, de plus en plus, on tend à aller vers, avec Céline, bien sûr. La terre est dense. Voilà. Voilà, et puis tout ce qu'on met en place est toujours dans cette optique d'élargir au maximum les compétences et de rendre nos résidents acteurs de leurs soins et même de décider ce qu'ils ont envie pour eux. Voilà. Alors, ce parcours, depuis leur entrée, hein, les résidents peuvent être tout de suite confrontés ou à des difficultés parce que ce sont des personnes qui viennent de la rue, parce que ce sont des personnes qui ont eu un parcours très compliqué. Nous avons des personnes migrantes, des parcours très complexes. Et donc, arriver, se poser, eh bien, déjà pour eux, c'est un gage de sécurité, mais ça peut être aussi une difficulté parce que il faut s'adapter. Il faut s'adapter quand on a eu un parcours très compliqué avant. Il y a des sources d'inquiétude multiples sur tous les plans, sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan administratif. Il y a plein de choses. Donc, ce parcours, on le voit, eh bien d'abord, c'est apprendre à les connaître, le diagnostic éducatif, faire un état de ce qui est leur autonomie, de ce qui est leur parcours, de leurs difficultés. Alors, Céline nous aide à ça, hein, puisque tu peux en parler. Du coup, le fait de pouvoir dialoguer avec des personnes atteintes de maladies chroniques, étant moi-même atteinte de maladies chroniques, ils ont tendance à mieux se livrer et à pouvoir me dire leurs appréhensions ou ce qu'ils trouvent difficile à faire ou ce qu'ils aimeraient être capables de faire. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, il faut être réaliste. Même moi, en arrivant au logis, l'autonomie était quasiment nulle. Hein. Donc, c'est vraiment essayer qu'ils nous aident à bien les connaître et à savoir ce qu'ils ont besoin, ce qui leur ferait du bien. C'est, en des termes plus simples, tisser le lien de confiance pour pouvoir ensuite cheminer ensemble. Donc voilà, tout ce parcours jusqu'à la sortie, où, et bien là, c'est généralement un moment fort pour eux, parce qu'il y a de l'appréhension, hein, il y a eu une mise en sécurité, et on se confronte à nouveau à l'avenir. Et puis voilà, pour eux, c'est vraiment un parcours, la sortie est une appréhension quand même. Hein, voilà. Donc ensuite, on vous propose l'organigramme. Cet organigramme, alors, ce qui est en bas, il ne faut pas le prendre comme le bas de l'échelon. Ce n'est pas du tout ça, c'est l'équipe transverse. Donc ici, vous pouvez y voir Céline, la patiente experte, avec toute une équipe de bénévoles.
À côté, donc l'infirmière référente, je porte avec l'équipe le TP. Je dis avec l'équipe parce que tout le monde est formé à l'ETP, à la formation des 40 heures. C'est-à-dire autant la secrétaire que la directrice, que Céline, que les travailleurs sociaux, tout le monde. Voilà. C'est l'affaire de tous. Hein. Voilà. Donc ensuite, voilà, le vif du sujet, c'est l'intérêt de l'intervention de Céline. Du coup, j'essaye à ce que les résidents soient intéressés par le TP, qu'ils prennent conscience que ça va les aider forcément dans leur façon de vivre après avec la maladie chronique. Et du coup, à les amener à aller sans réticence, sans frein, vers les séances d'éducation thérapeutique proposées par le logis. Donc, ce qui est important, c'est que par rapport à l'éducation thérapeutique du patient, quand on est en formation, on nous dit bien qu'il faut avoir des objectifs très humbles. C'est vraiment le cas. Avec le public, les résidents qu'on a, on ne peut pas se permettre de voir des objectifs inatteignables, hein, trop hauts. On n'avance pas un pas. On fait en fonction de leur vécu, parce que souvent c'est la grosse difficulté, et beaucoup d'écoute, voilà. Alors, nos ressources, évidemment, je viens de vous en parler, c'est l'écoute. Vraiment, tout est basé sur ça, puisque c'est apprendre à comprendre leurs habitudes de vie, leurs croyances. Pour beaucoup, il y a des croyances avec lesquelles il faut travailler. Apprendre à connaître mieux la personne, leurs habitudes culturelles, religieuses, et puis les amener à exprimer leurs besoins, à comprendre leur corps, à apprendre à accepter le deuil de leur vie passée pour pouvoir en faire une résilience. Et là-dessus, Céline nous aide réellement. Tout à fait, parce que la vie avant le logis, voilà, elle a existé, elle est toujours présente, mais il faut passer à autre chose par la suite, à la sortie. Voilà. Et j'ai vu tout à l'heure une petite question sur est-ce qu'on les aide à préparer la sortie? Oui. La sortie se prépare dès le début. TP, voilà. Tout ce long. Alors, la prise en charge est sur 18 mois maximum, et tout au long des 18 mois, c'est déjà la préparation à une sortie. Et même le hors les murs, en fait, permet de pouvoir suivre après la sortie personne du logis, permet de pouvoir suivre la personne pour lui amener ce petit complément qu'il lui faudrait pour accéder à ce nouveau chemin. Et mieux la repérer dans le système de soins, dans le quartier où elle va être hébergée, où on a vu un logement pour elle, voilà, lui bien l'insérer et qu'elle puisse poursuivre son parcours de soins en toute tranquillité. Voilà. Donc, on vous en a parlé tout à l'heure. Un des atouts qui pour nous est très important, c'est que toute l'équipe de professionnels est formée à la formation validante des 40 heures. La formation qui est notre socle. Et du coup, ça aide à ce que toute l'équipe se sente concernée. Et parle de la même chose. Voilà, on a le même langage. Bien sûr, le fait d'avoir une référente pour le programme est un plus, un énorme plus, puisque je peux suivre tout le programme, organiser les séances collectives, les séances individuelles. Entre les trois sites. Puisque je vais sur tout le dispositif. Il y a aussi une chose qui nous aide beaucoup, c'est la grande complicité qu'on peut avoir dans notre travail avec Céline. C'est quelque chose qu'on partage énormément.
et on travaille sur les mêmes problématiques au niveau du coup des résidents et aussi sur les mêmes objectifs. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Et puis, Céline est très motivée, donc oui, il y aide beaucoup. On a aussi un énorme soutien de notre direction. Et c'est, comme on vous l'a dit tout à l'heure en vous présentant l'institution, une dynamique institutionnelle qui est voulue. Donc, tout ça fait que ça ne peut que fonctionner. Voilà. Nos perspectives. Alors, Céline va vous en parler. Donc, du coup, développement de la paire et danse. Donc là, sur Nantes, Nolwenn pourra aussi vous en parler. On est à la création du diplôme universitaire que je souhaiterais passer sur la première session. Donc, qui permettrait d'avoir un plus pour moi, déjà, pour pouvoir suivre les résidents, mieux m'en approcher, mieux les connaître, savoir comment être plus technique, tactique avec eux. Et puis voilà, faire un plus aussi pour les logis. Voilà. Donc, le pouvoir d'agir aussi, c'est quelque chose qu'on tend à développer. Hein, la possibilité, la capacité concrète d'influencer ou de réguler les éléments de la vie quotidienne, c'est important pour pouvoir agir sur son parcours. Donc, voilà. Donc, cette présentation du dispositif, j'espère vous a mieux aidé à comprendre comment on fonctionnait et ce qu'on y faisait. Et je poserai la question à Céline en lui disant qu'est-ce que ça représente pour toi, notre partenariat et plus précisément ton rôle en tant que patiente experte. Moi, c'est vrai que du coup, ça me stimule. De créer, ça me stimule et surtout de façon cohérente. J'apprends aussi, tu m'apprends à communiquer avec les résidents de façon à ne pas aller trop loin et à ne pas faire éponge. Voilà. Donc, et puis aussi, je renforce mon estime à moi-même parce que du coup, ne pouvant plus travailler, n'étant plus apte à l'activité, ça me permet quand même d'entretenir ce réalisme de dire oui, je travaille quand même. C'est à titre valorisant pour moi. Et pour nous. Et tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Donc, moi, ton expérience et puis ton partage, ton vécu, tout ça, pour les résidents, ce sont des très grands vecteurs pour l'apprentissage, hein, pour de nouvelles compétences. Le reprise en main de leur parcours de soins. C'est un moteur pour aller de l'avant, je trouve. Et en tant que professionnels, nous devons nous appuyer sur ces expériences qui sont riches. C'est aussi une perspective d'entrevoir l'avenir pour eux. Et c'est une forme de résilience. Ta connaissance du milieu fait que tu as une compréhension de leur situation et tu connais mieux que nous les réticences et les freins qu'ils peuvent avoir. Donc voilà. En bref, entre nous, il s'est installé une complicité et puis on a un langage commun, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc voilà. On vous redonne la parole si jamais il y a des questions. Merci. Oui, effectivement, il y a des questions. Alors déjà, on va prendre peut-être pour les deux. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on prenait les questions pour les deux interventions à la suite. Donc, si encore les personnes de la SVB sont encore là, je vous pose cette question. Juste voir. Est-ce que vous pouvez… Ah, je vois Anne Guyot est encore là. Donc, une des questions qu'on a, c'est une problématique qui est commune avec celle des professionnels, hein, c'est de dire comment vous faites pour justement… Il y a des gens qui viennent s'exprimer, qui viennent vous voir, qui viennent vous parler de leur expérience. Mais comment vous faites au niveau d'un territoire de santé pour favoriser chez les citoyens, les patients, les aidants, le fait qu'ils viennent parler auprès des ambassadeurs, qu'ils viennent s'exprimer au fin d'eux et puis
quand ils viennent vous parler, comment vous faites pour les faire s'exprimer sur d'autres dimensions complémentaires, pas celles spontanément qu'ils vont faire, parce que c'est une des difficultés qu'ont beaucoup de professionnels de santé, c'est-à-dire ils sont bien intentionnés, ils veulent aller dans cette direction-là, mais face des fois aux personnes qui viennent s'exprimer spontanément, ils ne savent pas nécessairement comment aller chercher les autres qui ne viennent pas spontanément. Et quand certains viennent spontanément, comment on les amène aussi à exprimer d'autres choses que celles qui nous expriment naturellement. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça et comment vous faites pour essayer de solliciter un petit peu cette expression-là? Je peux répondre. Oui. En fait, moi, j'ai passé du temps avec Mardochie au départ pour, ce que je disais, expliquer comment ça se passe. Parce que ce que tu disais, tu pourras compléter, tu n'avais pas forcément une bonne connaissance de notre système de santé, curatif, préventif. Et tu as ton expérience là où tu viens, mais qui n'est pas la même, effectivement. Et donc, je pense que Mardochie, tu avais besoin de comprendre avant d'oser te lancer pour aller vers les autres personnes. Exactement. Moi, je trouve, par exemple, qu'en France, la façon de faire, c'est tout à fait le contraire, en fait, de ce qui se passe chez moi. Parce que j'ai quand même aidé mon papa là où il travaille dans le CHU. Et en France, il y a vraiment cette façon d'appréhender les choses qui est très différente. C'est pourquoi je ne voulais pas en fait me lancer directement. Et je pense qu'on a pris 2-3 heures comme ça où on était en train de parler, où elle m'expliquait un peu comment ça s'est passé pour que je tape pas à côté, quoi. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Ouais. Et puis après, moi, je me suis aussi formée à des techniques de communication thérapeutique. On a développé un programme d'éducation thérapeutique aussi au sein de l'association aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a aussi une manière d'entrer en communication et de favoriser la parole aussi. Et moi, je pense qu'il y a aussi, ce que je disais déjà tout à l'heure, de prendre un peu de temps aussi et d'aller aussi vers les personnes, en amener des actions de prévention sur la santé des enfants. Eh bien, on est allé au centre culturel Avicenne, qui est un des lieux où on a retrouvé beaucoup de familles qu'on n'avait pas réussi à contacter lors d'une précédente action qui était sur les écrans et qu'on avait proposée au centre social de Villejean. Et là, clairement, on essaie d'aller vers aussi et dans le collectif, vers des lieux où les gens se sentent bien, se sentent à l'aise. Et là, du coup, ça va faciliter aussi. Alors après, la marche d'après, c'est d'intégrer effectivement, de faire adhérer les personnes, faire en sorte que les personnes aient envie d'adhérer et soit dans les instances, bureaux, conseils d'administration, etc. Et là, on voit bien que il y a un petit travail d'acculturation, de s'apprivoiser, etc., qui n'est pas encore tout à fait, qui a été rapide avec Mardochie, mais bon, c'est pas… Après, moi, je trouve que ça dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui ont cette facilité de s'adapter, alors que d'autres, ils avancent en fait, à pas de crapaud. Donc, je pense qu'il faut juste s'adapter à une personne, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Merci à vous deux. En effet, ce qu'on le voit de toute façon, ce n'est pas une réalité. Ce qui serait singulière, c'est que pour beaucoup, ça prend d'y aller à un certain rythme en fonction des personnes qui sont avec nous. C'est très personne dépendant. On va être avec certains professionnels, certains patients et autres, certains acteurs associatifs qui ont plus d'appétence, qui ont plus d'expérience dans ce genre de choses et qui vont plus naturellement coopérer de cette manière-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous êtes déjà trouvé là-dedans et que vous avez pris ce temps parce que vous aviez peut-être du plaisir déjà à vous rencontrer et à apprendre ensemble. Et donc, c'est une des dimensions qu'on veut souligner aussi, c'est le fait qu'il faut avoir ce plaisir-là. Et aller vers les personnes déjà naturellement, de construire ces premières coopérations pour ensuite emmener plus large. Est-ce que, donc on a le temps pour encore une autre question, on va poser donc pour la deuxième intervention, je laisse Vanessa juste l'introduire. Oui, donc 2 petites questions pour Monique et Céline. Quelle est la durée moyenne en appartement de coordination thérapeutique? Et puis, aujourd'hui, comment vous considérez ce que vous apporte l'éducation thérapeutique dans le parcours des personnes accompagnées? Alors, la durée moyenne de prise en charge, elle est de 12 à 18 mois. La durée maximum, c'est 18 mois. Avec l'ARS, c'est des prises en charge de 18 mois. Parfois, ça peut être moins pour du hors les murs à domicile.
Ça peut être un peu plus avec l'accord de l'ARS de 18 mois quand on a une personne qui a un logement qui va se libérer un peu plus tard que prévu, donc on prolonge d'1 ou 2 mois. Et puis, sinon, par rapport à l'apport de l'ETP dans leur parcours, tout au long du parcours, sous forme de séances collectives et séances individuelles, les apports sont très, très, très divers et variés, puisque notre programme d'ETP s'appelle « Vivre avec sa pathologie chronique dans un moment de précarité ». Donc, nous avons toutes sortes de pathologies, neuro, insuffisance rénale, cancéro, diabète. On a beaucoup de pathologies différentes. En séance individuelle, on va plutôt axer sur la maladie en particulier. En séance collective, ça va être des thèmes comme l'alimentation, l'activité physique, l'entretien du logement quand on a une pathologie chronique, l'importance. Ça peut être trier ses documents, comment m'organiser pour mieux suivre mon parcours médical. Ça peut être préparer la visite médicale, comment je la prépare, comment je me prépare, quelles questions je vais poser au médecin, qu'est-ce que je veux lui demander, voilà. Oui, le TP, c'est vraiment un chemin qui, pour moi, la première, m'a permis de vivre de façon autonome. Et on est tellement fiers de ça, une fois que ça arrive, et on a envie que chaque résident puisse avoir cette chance-là. Merci. Alors, je vois une question qui vient d'arriver, donc qui vous est destinée aussi, donc je vais la poser de suite. Faites-vous intervenir des patients c'est dans l'élaboration du programme, je pense que c'était ça la question, et dans l'animation? Ben, moi, oui. C'est moi en fait. Chez nous, c'est très concret. Je co-anime toutes les séances et toutes les séances auxquelles je peux participer. Et puis ben, voilà, j'aide à la construction aussi, ne serait-ce qu'on parle beaucoup d'éducation thérapeutique par image, parce qu'on a un public qui ne parle pas non plus forcément tous bien notre langue. Donc, on fait passer beaucoup de temps que des fois n'ont pas les autres personnes à trouver des images qui sont parlantes, des façons d'intervenir, etc. Voilà. Et alors, suivant les séances, Céline peut se positionner en tant que co-animatrice, comme en tant qu'observatrice et parfois même avec eux, avec les résidents dans le public. Suivant son point de vue, ça va être très intéressant. Les apports ne vont pas être forcément les mêmes, mais on va en tirer une aide et un enseignement qui est très intéressant pour la suite. Je vais reprendre le relais dedans. Est-ce que Joël, et vous avez posé une question tout à l'heure, juste on revient parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait encore quelques minutes pour poser plus de questions, donc on va en prendre une plus grande diversité que prévu au départ. On va en profiter aussi que Charlotte et Mireille sont encore là pour poser une question. Joël, vous avez posé une question tout à l'heure qui était: y a-t-il ou faites-vous un lien entre l'éducation informelle, la singularité et le vécu expériencé? Est-ce que vous pourriez juste préciser un petit peu plus pour qu'on puisse, que Charlotte et Mireille puissent répondre à la question? Merci de me donner la parole. En fait, cette question a été aussi posée aux scientifiques que vous êtes, Alexandre, parce qu'en fait, ce sont des termes qui sont assez connus et vulgarisés. Et je pensais que les expériences et les retours d'expérience et les récits de vie qui étaient évoqués ce matin, qui sont extrêmement riches par leur diversité, caractérisent en réalité une singularité de la personne avec un grand P, la personne. Et je pensais à ce moment-là que
l'éducation informelle était un des éléments qui était un peu oublié. On est dans des sociétés transmissives, en fait. Il y a des chefs, il y a des enseignants, il y a des directeurs d'entreprise, et puis les gens sont des ouvriers, travaillent, produisent. Mais en réalité, chacun à son niveau produit de la connaissance par les échanges, parce que c'est la première fois que j'entends l'expérience d'usage, mais en fait c'est ça, c'est l'expérience de la vie. Et je voulais savoir justement s'il y avait cet ancrage un peu scientifique de l'éducation informelle en comparaison avec l'éducation non formelle et l'éducation formelle. Donc c'est un premier point. La singularité par rapport à la globalisation, en fait. Et puis le vécu expériencié. Là, on parle beaucoup d'échanges, de réception des uns et des autres. Mais en fait, il y a, je pense, aussi une production intériorisée qui est une caractéristique de la singularité. Et je crois que tous ces témoignages peuvent prendre ancrage dans une référence scientifique qui serait inspiratrice pour vulgariser cette démarche générale qui, je serais tenté de dire, est naturelle, mais n'est pas naturellement pratiquée. Alors, on a bien fait de vous laisser la parole, vous exprimer de vive voix pour préciser la question. C'était extrêmement riche. Merci beaucoup, Joël. Je vais commencer à répondre parce que vous pointez la dimension scientifique au départ et puis je laisserai Mireille et Charlotte, qui sont dans une autre pièce, ouvrir le micro pour compléter. Alors, effectivement, ça s'ancre, ce n'est pas nouveau, ce travail sur l'expérience dans le milieu de la santé. On s'y intéresse de cette manière-là, comme si c'était un nouveau concept, mais de nombreux sociologues et autres professionnels, notamment des sciences humaines et sociales, se sont intéressés à ces notions d'expérience depuis longtemps. Il y a même un champ en dehors du milieu de la santé, mais c'est sur la sociologie des métiers. On essaye d'observer les gens pratiquer, on observe un tourneur-fraiseur, on observe un ébéniste, on observe plein de métiers qui n'étaient même pas formalisés avant et on essaye de regarder quel type de compétences ils sont en train de mettre en œuvre parce qu'on les observe et on sait qu'ils ne sont pas reconnus institutionnellement comme ayant des compétences particulières, mais on sait qu'ils ont appris à travers leur métier, ce à quoi ils s'exercent au quotidien, ils ont forcément développé à travers cette éducation informelle des compétences. Donc effectivement, vous avez raison de rappeler que ça s'inscrit dans une histoire, que ça a déjà été travaillé et que tous ces réflexes-là et ces outils-là existent déjà. Donc, le milieu de la santé est en train de s'approprier un petit peu tout ce travail qui a été fait collectivement. Et notamment, on a beaucoup de gens qui viennent du champ de la sociologie, comme par exemple F. Gardien en France, qui va travailler sur cette notion d'explicitation des savoirs. Donc, vous, moi, tous au quotidien, on développe des savoirs au fur et à mesure qu'on fait l'expérience de ses collègues, on apprend à travailler avec ses collègues, à s'organiser avec eux, on développe des compétences pour savoir leur présenter des choses de manière constructive, même si elles sont critiques, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a développé ces compétences et ces savoirs qu'on est capable de les nommer explicitement, qui sont mobilisables, qu'on peut les mobiliser pour autrui, pour accompagner quelqu'un d'autre à lui-même savoir se débrouiller dans les mêmes situations que nous. Et tout ce travail qu'on essaye de commencer ensemble aujourd'hui, parce que c'est le début, c'est de se dire, comme il n'y a pas que les professionnels de santé qui ont ces savoirs expérientiels, ni que les patients, et que l'ensemble des citoyens et toute personne qui vit les a. Comment on peut s'outiller pour les reconnaître, ces savoirs qu'on utilise pour affronter les situations qu'on a au quotidien? Comment les faire reconnaître par les institutions pour qu'ils nous voient comme des acteurs de santé à part entière? Et comment donc on coopère ensemble avec ces compétences complémentaires? Donc vous avez raison, il y a ce lien entre l'éducation informelle, cette dimension singulière. Mais le dernier point, avant que je laisse compléter Mireille et Charlotte, c'est que vous pouvez aller voir aussi ce qu'on appelle la typologie des savoirs expérientiels qui est faite par Olivia Gross. Il y a un article simple en français qui existe sur ce sujet. On voit que, ou l'article d'F. Gardien sur la perjectivité, on pourra aussi vous les partager, ce n'est pas parce que j'ai une expérience personnelle que tout ce que je vis est singulier, c'est-à-dire que ça ne me concerne que moi. Il y a des apprentissages collectifs, c'est-à-dire on apprend tous, par exemple, à exprimer nos émotions à d'autres de manière plus ou moins constructive. Mais en fait, à travers notre vie, ce n'est pas parce qu'on la vit à partir de notre prisme de nous qu'on n'acquiert pas des savoirs d'un niveau d'universalité plus grand, c'est-à-dire qu'ils sont partagés par plus de personnes. Et le but du travail dans le système de santé, c'est de travailler avec suffisamment de patients, d'aidants et autres, dans un service de soins, par exemple en oncologie, pour qu'on aille chercher pas uniquement leur expérience individuelle, ce qu'eux ont ressenti à travers ça, mais aussi le point commun, les invariants entre chacune de ces expériences individuelles, parce qu'avec ça, en tant que professionnel de santé, on va pouvoir travailler pour transformer les pratiques de soins.
Donc, c'est là où cette dimension universelle que vous appelez plus globale est présente. Mireille, Charlotte, est-ce que vous complétez sur un autre registre que le mien peut-être? Moi, j'avais juste envie d'ajouter, parce qu'on est d'accord, Joël, vous avez déjà amené beaucoup, beaucoup de choses, merci. Là, je voulais juste soulever la richesse de la relecture. Tu l'as dit autrement, Alexandre, c'est comment je prends du recul sur ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'en sors qui va pouvoir être repris et qui va me rendre plus forte la prochaine fois quand je serai confrontée à une situation à peu près équivalente. Et donc, de fait, quand je relis, je regarde avec qui j'ai vécu ça, dans quels enjeux étaient soulevés, mais aussi à l'intérieur de moi, ce qui me traversait, dans quelle situation sensitive j'étais, et qui a expliqué ce vécu-là, en fait. Donc, c'est ce que moi, j'appelle de la relecture. On est plusieurs à l'appeler comme ça. Et du coup, je prends du recul et je me sens plus forte la prochaine fois. Et après, scientifiquement, effectivement, comme le disait, ça complète ce que disait Alexandre. Je ne sais pas. Voilà ce que j'ajouterais. Mireille, tu voudrais dire? Oui, Mireille, oui, je voudrais remercier Joël parce que c'était justement aujourd'hui le sujet de philosophie qu'il fallait poser pour l'épreuve du bac. Merci. Je réagis à l'éducation informelle, mais voilà, je suis un peu encore déformée par mon expérience ou mon vécu d'enseignante. Et j'aime bien le mot de institutrice que j'étais, où j'ai eu le plaisir, le bonheur de faire en sorte que les enfants qui étaient accueillis, ils étaient tous différents, voilà, et que chacun avait une histoire de vie que j'essayais de m'attacher à comprendre, à laisser s'exprimer. Mais moi, j'avais aussi l'exigence de l'institution qui me disait vous devez leur faire apprendre telle ou telle chose. Donc, comment je faisais entrer à la fois l'expérience des enfants, leur vécu, leur découverte que j'essayais de susciter par des mises en situation qui me semblaient être appropriées pour qu'ils aillent chercher dans leurs ressources ce qui leur permettrait d'aller encore un peu plus loin et de faire en sorte que le programme soit quand même respecté. Donc voilà un petit peu le dilemme dans lequel j'ai pu me trouver, mais je trouve que dans la vie, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on vit des expériences, on vit des situations parfois qu'on n'a pas du tout choisies, qu'on n'a pas voulu, et quand on se retrouve face à soi-même, on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça m'a dérangé? Pourquoi ça m'a émoustillé? Pourquoi ça m'a emballé? Pourquoi est-ce que je me suis sentie mal à l'aise avec telle ou telle personne? Et à un moment donné, plus ou moins long, et il faut laisser du temps au temps, a dit quelqu'un, eh bien, pourquoi à un moment donné, ça fait écho et que ça permet d'affronter une autre situation, analogue ou pas, mais avec des dispositions qui vont être peut-être un peu plus assises, un peu plus construites pour être dans une dimension d'accueil de quelque chose de différent. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà à quoi ça fait écho. Et puis, je finis en disant, comment sait-on qu'on sait des choses? Sinon, en les formalisant et en essayant de les transmettre à quelqu'un. Merci pour cette réponse. On va pouvoir poser une dernière petite question, alors qui concerne aussi bien l'association de santé Ville-Jean-Beauregard que l'association Montjoie, puisque voilà, vos initiatives intéressent, et on nous pose la question de est-ce que vous pensez que c'est reproductible ailleurs, et pour vous, quels sont les éléments essentiels pour que ça puisse se faire justement dans d'autres lieux? Alors, je ne sais pas qui veut commencer à répondre, peut-être l'association de santé Ville-Jean-Beauregard. Est-ce que c'est possible? Oui. Après, moi, je pense qu'il faut juste avoir envie, en fait. Et puis, ça demande peut-être un petit peu de temps, et puis ça demande peut-être de changer peut-être ses habitudes aussi d'échange, de discussion, etc. Mais pour moi, ce qu'on a fait ici, c'est tout à fait reproductible ailleurs pour peu
qu'on en ait envie. Et nous, ça s'est fait petit à petit aussi. Ça ne s'est pas fait comme ça en une seule. Il y avait des réticences et tout ça, ça a suscité du débat, etc. Mais comme on fait vivre les instances de manière très démocratique, il y a vraiment de la discussion, du débat, de la décision et les voix comptent toutes de manière. Voilà, chaque voix compte, que ce soit celle des soignants, des usagers, des patients, des habitants qui sont dans les instances. Je pense que c'est reproductible. Voilà, oui, je pense que c'est reproductible ailleurs. Si tant est qu'on en ait envie, il faut en avoir envie. Merci Annie. Pour l'association Montjoie, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette question, même si vous vous êtes déjà implanté sur plusieurs lieux? On est assez d'accord avec Annie, en fait, toutes les deux. C'est-à-dire que c'est une volonté institutionnelle et c'est porté comme... c'est insufflé, c'est porté aussi par l'expérience qu'on en a maintenant. Au début, ça peut susciter des interrogations, des peurs même, des peurs. Et puis, il faut reconnaître l'expérience allez, le terme n'est pas terrible, mais l'usager, moi je dirais plutôt la patiente experte. Il faut lui reconnaître ses qualités en tant que personne experte pour que ça fonctionne et qu'on en tire le meilleur partenariat. Voilà. Pour toi, Céline? Ah oui, moi j'étais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et puis que surtout tout le monde ait cette envie, que ce soit du côté patient que du côté salarié, à vouloir insuffler cette façon de voir les choses. Merci pour vos réponses. Donc voilà, ce qu'on peut retenir là, en tout cas, c'est que voilà, c'est l'envie qui est primordiale déjà pour aller vers cette expérience-là. Je crois qu'il va être l'heure de clôturer. Alexandre, tu veux reprendre la parole? Comme tu veux. Est-ce que tu as le goût de le faire ou je m'en occupe? Ok. Déjà, merci à ma co-animatrice fil rouge, Vanessa, pour cela. Merci à vous toutes et tous, en tant qu'intervenants, en tant que participants, pour vos questions et vos commentaires. L'objectif des journées régionales du CAPS chaque année, c'est d'avoir le matin un espace ouvert à toutes et à tous, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à ces sujets-là, qui ne sont pas des professionnels de santé et autres. Donc, on a essayé de diminuer le plus possible les barrières à l'entrée sur un sujet qui est quand même relativement complexe, d'ailleurs même pour les professionnels de santé où ce n'est pas une notion forcément très partagée, comprise, etc. Donc l'objectif de ce matin, c'était vraiment d'y aller de manière la plus large possible. Cet après-midi, on va rentrer sur des dispositifs ou peut-être plus propres au milieu professionnel, qu'on va pouvoir rentrer davantage dans le détail. N'hésitez pas à rester. Si vous avez envie d'approfondir ce qu'on a commencé à travailler ensemble ce matin et à comprendre ensemble, on a eu toute une après-midi, on a 2h30 ensemble à partir de 13h30. Donc, c'est le même lien. Si vous voulez vous connecter de nouveau à 13h30, c'est avec le même lien. Je remercie également je viens de voir le message de Nolwenn dans le chat. Pour ceux qui ne sont pas là cet après-midi notamment, si vous pouviez prendre quelques minutes pour nous dire à quel point ça vous aide, à quel point ça vous aide à comprendre, ça vous aide à développer vos pouvoirs d'agir dans vos milieux respectifs et à quel point potentiellement on pourrait aussi voir comment contribuer ensemble à l'avenir, parce qu'on a l'organisation de cet événement, il tient sur une communauté de pratique, de patients, d'aidants et de professionnels de santé qui travaillent au partenariat. Et donc, si vous êtes intéressé à ces questionnements-là et que vous voulez vous joindre à nous sur des projets ou des réflexions à ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. C'est une communauté qu'on essaye de raviver chaque année aussi, d'introduire de nouvelles personnes pour qu'on puisse, côté professionnel comme personnes concernées. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je voudrais aussi vous donner une dernière info pour ceux qui ne seront pas là cet après-midi. On organise, on a hérité, parce qu'on a candidaté, mais on a hérité, l'année prochaine, de l'organisation du 3e colloque international sur le partenariat entre les patients et les professionnels de santé. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, en Bretagne, avec un grand nombre d'institutions et de professionnels de santé et de personnes concernées en Bretagne, on va organiser une réflexion collective sur le sujet. Donc, France Asso Santé, la Maison Associative, le CAPS Bretagne et des institutions de formation comme l'IFPEC, comme les facultés de médecine, on travaille déjà tous ensemble au quotidien et on va essayer d'organiser cet événement-là l'année prochaine, le plus on espère en présence les uns des autres. Donc, on espère que ça vous donne envie de rejoindre la communauté de réflexion et de pratique du partenariat. Dernier élément peut-être.
Simplement encore On merci. nous demande quand, Alexandre, pour… Quand? Ça, on ne sait pas encore. On est en train de voir, on vient d'être désigné comme étant la région qui allait organiser le 3e colloque après l'Occitanie et PACA. Donc, on n'a pas encore de date, mais si ça vous intéresse, envoyez-nous vos coordonnées courriel et on vous tiendra tous au courant si ça vous intéresse d'y participer à l'événement comme à son organisation. Hein. Ça va être assez ouvert. Donc, ceux qui veulent s'engager pour l'organiser, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Alors, sur ce, merci encore à vous pour les intervenants. C'était extrêmement généreux d'être là avec nous ce matin. Et puis, ça sera enregistré, donc mis en ligne. Vous pourrez vous-même le diffuser pour que ça en touche d'autres et que ça en fasse progresser d'autres également sur ces questions. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon appétit. Et on se revoit donc dans 1 heure et demie environ. Merci à vous. À tout à l'heure.